Merci beaucoup, merci de votre présence. Merci Sylviane Coyot qui a pris l'initiative de ces journées. Et puis merci aux amis du MEN, j'apprécie le travail depuis longtemps. On m'a demandé de parler de la métropole. Alors je vais essayer de comprendre avec vous pourquoi depuis quelque temps on se met à parler de métropole tous azimuts. Vous savez que Clermont-Ferrand est une métropole. Il y a, depuis quelque temps, il y a 10 ans, des amis avaient fondé un groupe qui s'appelait les Métropolitaines pour réfléchir sur ce qui est autre chose que la ville classique. Mais personne ne parlait de métropole, l'opinion publique n'en parlait pas, les politiques n'en parlaient pas. C'est quelque chose qui a surgi très récemment. On va essayer simplement de comprendre pourquoi. Je resterai un petit peu dans le cadre français, alors que moi je travaille sur la mondialisation urbaine, c'est-à-dire sur les configurations à l'échelle du monde. Parce que là, les comparaisons sont extrêmement difficiles. Si vous considérez que Sao Paulo est une métropole, c'est 25-28 millions d'habitants. Comparé à Clermont-Ferrand, il y a une petite distinction. Recife, c'est 7-8 millions d'habitants, c'est la ville jumelle de Nantes, etc. Donc je vais essayer de comprendre pourquoi ce mot, et on ne s'arrête jamais simplement à un mot, est tant important. D'abord, métropole, Philippe Simet va intervenir ici, il a fait un très beau livre sur les métropoles, qui a été une thématique de tous les grands auteurs qui ont réfléchi sur la ville à la fin du 19e, début du 20e, sur ce qu'on appelle la ville industrielle. Les grandes métropoles, celles dont il parle, c'est Londres, Paris, Chicago, Berlin, on disait déjà métropole, et le mot a disparu. Pour la ville industrielle classique, justement, il faut comprendre pourquoi aujourd'hui nous ne sommes plus dans cette ville industrielle. Et Philippe Simet évoquait à propos donc de cette métropole des très grands auteurs essentiels pour comprendre la question urbaine, comme Max Weber, Simmel, Walter Benjamin, etc. Donc le mot métropole, il revient, mais il n'est pas du tout inédit. Je rappelle qu'après, politiquement, il y a une loi qui s'appelle la loi MAPAM, qui a consacré le 27 janvier 2014 des métropoles. Il y a plusieurs maintenant ensembles métropolitains en France. Alors, après, il ne faut pas se tromper, il n'y a pas un modèle, excusez, un modèle politique de métropole qui s'appliquerait dans tout le pays, qui est un pays qui est d'habitude effectivement un pays qui est homogénéise. Il y a autant de figures métropolitaines, de configurations politiques qu'il y a effectivement de métropoles. Je ne connais pas assez le cas de Clermont-Ferrand, pour y revenir. Cette métropole, qu'est-ce qu'elle recouvre justement? C'est plus l'ensemble de la cité classique, j'imagine, de Clermont-Ferrand. Quelles sont les autres entités qui s'accrochent ou non à l'ensemble métropolitain? Vous savez mieux que moi, j'éviterai d'être trop parisien, mais que le Grand Paris est aussi une métropole dont on ne sait toujours pas quel est trop le statut en termes de gouvernance. Et des métropoles, il y en a à l'échelle du monde, et là les chiffres sont très différents, je l'ai déjà dit, à l'échelle du monde, mais il n'y a pas un modèle de métropole. Alors qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à la métropole? C'est qu'on n'est plus dans une logique classique, celle de la ville classique, qui était effectivement configurée à un centre et une périphérie, avec l'idée que effectivement c'était plus ou moins centrifuge ou plus ou moins centripète. Il y avait un centre et une périphérie. Aujourd'hui, pour comprendre ce qu'est une métropole, on va dire tout de suite multipolarité. Quand vous avez dit ça, vous n'avez pas encore dit grand-chose, c'est multipolaire. Et après, ce qui est le plus important à comprendre, aujourd'hui on va vous parler de ville intelligente toute la journée, c'est la question du réseau, de la connectivité, c'est-à-dire la révolution numérique, elle se fait de la même manière dans le réel. Aujourd'hui, ce qui est devenu essentiel, c'est la connexion, c'est la connectivité. Ce qui fait qu'il y a une métropolisation à l'échelle mondiale, c'est effectivement le fait que la connexion, c'est-à-dire la mise en réseau, est devenue essentielle, qu'on le veuille ou non. On peut être tout à fait opposé à ça, la technique est là, vous avez tous un mobile, on ne les entend pas pour l'instant, bravo, vous avez tous un mobile, vous savez très bien que le problème, c'est être connecté, c'est avoir accès. Et la question de l'accès est devenue centrale aujourd'hui. Il y a ceux qui sont déconnectés, il y a ceux qui sont connectés, il y a ceux qui sont hyper connectés. Michel Dussault, qui parlera demain, vient de faire un livre tout à fait magistral qui s'appelle Hyperlieux. Les hyperlieux, c'est effectivement les lieux qui connectent les aéroports, les gares, mais pas n'importe quelle gare. Entre la gare de Clermont-Ferrand, toutes mes excuses, et les gares de Tokyo, mais je n'ai rien contre cette gare et il faut la défendre, surtout aujourd'hui. Voilà, donc
Mais comprenez bien que la question essentielle, qui n'est pas toujours évidente, mais qui correspond simplement au numérique, mais ce qui se passe dans le virtuel et ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les choses s'organisent autour de connexions. Une ville qui n'est pas connectée est une ville qui est hors jeu. Donc la métropole va nous poser comme question, comment, dès lors qu'il faut être connecté, je vais essayer de préciser tout ça, comment il y en a qui vont se retrouver plus ou moins, effectivement, dans le réseau de la connexion et d'autres qui vont être hors jeu. C'est pour ça qu'on en arrive aujourd'hui, c'est très médiatique, c'est très politique aussi. Vous avez la métropole des riches. Aujourd'hui, la métropole est considérée comme si les riches, c'est l'Île-de-France, c'est Paris, et vous avez ceux qui sont en abandon. On a un discours qui est très politique aujourd'hui, depuis quelque temps, c'est la métropole des riches contre le rural. Quelque chose qui n'est pas sans poser problème et qui est, à mon avis, un peu caricatural. Mais il faut bien comprendre que ça signifie quelque chose. Donc, je reviens simplement sur le réseau. Pierre Vels est une personne qui a le plus réfléchi sur la métropolisation. C'était le patron de Paris-Saclay à Paris. Lui, pour bien faire comprendre, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Si vous voulez, Renaissance, vous aviez des villes-ports comme Gênes, Venise. Les lieux portuaires étaient plus forts que les flux, c'est-à-dire qu'ils contrôlaient leurs flux. Aujourd'hui, on est dans un monde, qu'on le veuille ou non, où les flux sont plus forts que les lieux. C'est-à-dire que le problème, c'est que le réseau travaille et reconfigure les territoires, où que ce soit. On peut faire l'apologie totale du local. Le local, où que ce soit, il est, à moins que vous fassiez le pari de la déconnexion, de la décroissance, du hors-jeu, le local, il est toujours travaillé par ce qu'on appelle le global, c'est-à-dire la mise en réseau, dont tout le monde ne bénéficie pas de la même manière. Voilà, ça c'était un premier préambule. Mais il y a bien en tête que si on se met à parler de métropole tout d'un coup, c'est lié au numérique, et vous voyez bien que dans pas mal de villes, je ne sais pas si c'est le cas ici, en tout cas à Lyon, chez Colomb, c'est la ville intelligente, la ville virtuelle, etc. Tout n'est pas faux, il faut sûrement de la ville intelligente, mais le problème c'est qu'on ne vit pas dans le numérique. On vit avec. Ensuite, deuxième préambule, c'est comme ça que je vais procéder, j'ai qu'une demi-heure, donc je vais essayer de plus court. Quand on parle de la ville classique comme de la métropole aujourd'hui, ça renvoie à trois types d'approches qui, nécessairement, et moi c'est ce qui me passionne, s'enchevêtrent. Si vous voulez parler des problèmes urbains, tout d'abord, là où il y a urbanisme, il n'y a pas urbanisme partout. Aujourd'hui, l'urbanisme, il fonctionne dans 70% des territoires urbanisés dans le monde. Si vous allez dans la plupart des villes africaines, etc., il n'y a pas d'urbanisme, il n'y a pas de plan d'urbanisme. Nous, donc, en Français ou Européens, nous sommes là avec nos plans d'urbanisme dans la tête et à nous battre dessus. Il faut quand même savoir que une très grande partie du monde, j'en parlerai pas aujourd'hui, sauf dans les questions si vous voulez, la question de l'informel est essentielle. Une ville comme Le Caire, c'est 70% d'habitat informel. C'est des choses qui ne dépendent ni du privé, ni du public, c'est-à-dire c'est les habitants, effectivement, qui se débrouillent dans l'autoconstruction, etc. Ça, c'est 70% du territoire urbanisé aujourd'hui à l'échelle du Caire. Vous pouvez dire métropole du Caire, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il faut bien comprendre que la mondialisation n'est pas qu'un phénomène économique, c'est aussi lié à l'urbanisation. Lusso vous le dira demain, lui, il fait partie de ces gens, et moi je m'y accorde. Pour lui, la mondialisation, c'est l'urbanisation. On assiste à peu près partout dans le monde à la dernière génération de l'exode rural. J'étais à Lahore il y a un an. Lahore, c'est une ville, Pakistan, c'est une ville de 5 millions d'habitants. Elle va doubler en moins de 5 ans. Il n'y a aucun plan d'urbanisme. Vous en tirez toutes les conclusions que vous voulez sur les flux migratoires, et tout ça va effectivement provoquer. Donc il faut bien avoir en tête qu'on assiste à la dernière... Alors l'urbanisation, ça ne veut pas dire que c'est construit partout. Ça veut dire que les mœurs urbaines ont des effets sur tous les territoires. Hein. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'on parle de désertification, c'est pour ça qu'on parle de tous les problèmes écologiques que vous connaissez aussi bien que moi, que je ne vais pas trop aborder, qu'on parle de déforestation. C'est pas parce que c'est pas urbanisé au sens de l'urbanisme dense comme on l'a ici, qu'il n'y a pas des effets partout d'urbanisation qui provoquent tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, qui ont été discutés à la COP21, etc. Donc on a trois types d'approches enchevêtrées que je vais évoquer successivement, plus ou moins vite. Ça renvoie à un projet urbain, quand il y en a un, donc ici il y en a, je ne sais pas quel est celui de Clermont-Ferrand. Quel est le projet urbain? On va voir que ce projet urbain, il rassemble plus ou moins, ou au contraire il dissocie. Et c'est ça le problème de la métropole, c'est est-ce qu'elle peut être rassembleuse, recréer un ensemble, comme l'ensemble urbain classique, ou est-ce qu'au contraire, elle va diffracter? Et
c'est la grande question contemporaine qui se joue d'ailleurs en France. C'est pour ça qu'on dit la métropole des riches et le hors-jeu, le reste, ceux qui sont à l'abandon. La question urbaine, que ce soit la ville classique ou la métropole qui se constitue, elle renvoie aussi à un problème politique. Pas oublier que si on s'intéresse aux problèmes urbains, c'est quelque part, ça fait écho à ce qu'on appelait la police chez les Grecs, et qui voulait dire effectivement démocratie, quelque part. Donc n'oublions pas, je l'ai évoqué très vite, c'est qu'à travers les projets urbains contemporains, il y a aussi un problème politique qui renvoie à la gouvernance, tous les débats qu'on a, à Paris comme ailleurs, quel est le type de gouvernance qu'on propose pour une métropole. Dès lors que je vais effectivement rassembler plusieurs communes, que je vais rassembler des entités qui n'avaient pas l'habitude de vivre ensemble puisqu'elles étaient autonomes. Gouvernance par le haut, mais aussi démocratie par le bas. C'est-à-dire où sont les mouvements de citoyens, de la ville c'est comme la citoyenneté aussi, susceptibles effectivement d'animer une métropole. On n'est plus dans le cadre classique de la ville. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On verra, je terminerai là-dessus, assez vite malheureusement, mais aujourd'hui on a beaucoup de mouvements urbains de manière très intéressante, un peu à l'échelle mondiale, qu'il faut regarder d'assez près. Donc vous voyez, et dernier point qui ne vous étonnera pas, mais c'est là-dessus que je vais peut-être insister, puisqu'on est un festival littérature et ville, c'est la question de l'imaginaire. Il n'y a pas d'approche urbaine qui ne prenne pas en compte le problème de l'imaginaire. Il n'y a pas de ville qui ne soit pas portée par une historicité, par une histoire. Enfin, je pense que Claude Evenot vous a déjà convaincu, en tout cas si ce n'est pas le cas, vous lisez ses livres. Et voilà, la question de l'imaginaire, elle est centrale, donc je vais l'évoquer. Mais la métropolisation nous pose des problèmes énormes parce qu'aujourd'hui, nous rentrons à l'échelle mondiale dans une logique qui est un marché de l'imaginaire, qui est lié à l'attractivité. Le problème de l'attractivité, on appelle ça la ville créative par exemple, c'est effectivement mon problème, moi, maire de Clermont ou de la métropole responsable de la... c'est de faire venir des gens et de moins en moins de m'occuper des habitants. Alors, on était habitué quand même à dire qu'une ville, elle est portée par ses habitants. Aujourd'hui, de plus en plus dans des logiques métropolitaines, le problème effectivement, c'est de faire venir ici ceux qui n'habitent pas encore. Qu'est-ce que veut dire habiter à ce moment-là? C'est un autre débat. Je vais donc reprendre les 3 points. D'abord, la question, je dirais, liée à l'urbanisme. Qu'est-ce que ça change? Bien entendu que la métropolisation, elle accompagne ce qu'on doit appeler des reconfigurations territoriales. Pas le temps de développer ce que je fais dans mes livres. C'est que tous les flux qui travaillent aujourd'hui, ce qu'on appelle la mondialisation, qui n'est pas qu'un phénomène économique, je renvoie là encore au livre de Lusso, reconfigurent les territoires. On n'est pas dans le virtuel, il n'y a pas de cité virtuelle. Comment se réorganisent les territoires sur un autre mode que la ville classique? À ce moment-là, on a 3 scénarios possibles. Et là, je ne répondrai pas pour Clermont-Ferrand, mais chaque métropole en voie de constitution, je veux dire, est confrontée à ces scénarios. Soit on a un scénario qui est un scénario de la fragmentation, ou fragmentation entre divers territoires. C'est le scénario qui est le plus souvent mis en avant, d'ailleurs, par les gens qui observent un peu ce qui se passe. C'est un scénario plutôt de l'éclatement. Donc la métropole accompagnerait des territoires différents, mais aurait tendance à produire de l'éclatement. Un sociologue comme Jacques Donzelot qui parle de ville à plusieurs vitesses pour la métropole, à plusieurs vitesses, vous voyez, c'est très intéressant, justement, on est dans des flux, mais à plusieurs vitesses. Et il va distinguer les territoires qui sont connectés, les territoires qui sont composés de ces hyperlieux dont parle Lusso, c'est-à-dire ceux qui s'articulent à d'autres, effectivement, hyperlieux. Une fois de plus, c'est des ports, c'est des aéroports, ou c'est des petites cités-États comme Dubaï, et le modèle des modèles est en Singapour. Aujourd'hui, dans toute la tête des urbanistes, où que ce soit, le modèle, c'est Singapour. C'est la cité-État, extrêmement nerveuse, hein, extrêmement rapide, cité-État insulaire, c'est une île, c'est pas pour rien, qui effectivement est hyper connecté, c'est le premier port-container au monde, mais c'est le modèle, parce que c'est pas un grand ensemble, c'est une cité qui est un peu repliée sur elle-même pour mieux éclater à l'extérieur. Mais elle n'a aucun contexte, elle est complètement décontextualisée. Donc en fragmentation, territoire connecté, autrement les territoires périurbains, ça ne signifie pas la même chose d'un endroit à l'autre, hein, mais je vous les donne. On a les territoires connectés qui sont très souvent... Si j'étais parisien, je le suis, je dirais c'est la Défense. Hein. C'est les territoires les plus connectés, quartiers d'affaires, quartiers, etc.
Ici, je ne sais pas où, on peut toujours inventer un quartier connecté dans n'importe quelle métropole en constitution. Des territoires périurbains qui sont plus ou moins contraints, des territoires de relégation, je ne connais pas clairement suffisamment, c'est ce qu'on appelle, nous, à Paris, les cités, les banlieues, hein, les territoires de relégation, qui sont... et les territoires, dont on parle de plus en plus, en disant que c'est les territoires ruraux, mais tout ça est très compliqué, c'est les territoires plus ou moins à l'abandon. Enfin, ici, on n'est pas loin du Massif central, etc. Vous connaissez les débats qui se posent pour, effectivement, des zones à l'abandon. Donc, on aurait un premier scénario qui serait, de toute façon, la métropole, elle arrive, elle se constitue, mais elle dissocie. Deuxième scénario, ben, on a la métropole qui prend le pari de la métropolisation complètement et qui devient une ville d'exception. C'est-à-dire qu'elle ne se préoccupe même pas des territoires annexes, elle se replie sur elle-même, elle devient une espèce de hyper-lieu, justement. Qu'est-ce que c'est qu'une ville comme Dubaï, comme Doha, comme Singapour? C'est des petites cités-États qui accumulent en elles tous les éléments de la connectivité, qui vont des lieux de savoir, universités, hôtels, ports, aéroports et bourses la plupart du temps. Il me vaut mieux qu'il y en ait une, parce que les flux financiers ont un rôle déterminant. Il faut bien voir que ce qui fonctionne, c'est effectivement tout ce qui rassemble. Tout ce qui rassemble est en connectivité. Alors on a appelé ça à une époque, c'est le grand livre de Saskia Sassen sur les villes globales, qui date de 85. Les villes globales, c'est les villes qui ne se préoccupent pas de leur environnement, de leur contexte, c'est les villes qui ne se préoccupent que de leur rapport aux autres villes globales dans le schéma mondialisé. On appelle ça les villes d'exception. Donc ville éclatée, ville d'exception, Dubaï, Singapour, même si Sassen travaillait autre chose que sur ces villes-là. Et le troisième scénario, qui est Paris, qui est le débat, je dirais, et urbanistique et politique, c'est le scénario métropolitain. C'est un scénario qui consiste à, effectivement, vous avez bien compris, à réassocier ce qui aurait tendance à se dissocier. Alors vous voyez bien que le mot central, surtout quand on est littéraire, ça veut dire quelque chose. Les deux, soit vous avez l'éclatement, soit vous avez la décontextualisation. Et effectivement, la métropole qui peut nous intéresser, qu'il faut défendre, c'est celle qui arrive à recontextualiser. C'est-à-dire qui crée un contexte. Il y a le mot texte dans le contexte, c'est pour ça que je l'emploie, ça peut vouloir dire quelque chose pour vous. Recontextualiser, c'est-à-dire créer un milieu, qui est un milieu qui peut être plein d'inégalités, mais faire ensemble que ça fasse ensemble. Mais l'exigence, c'est de recréer effectivement un contexte, c'est pour ça que je vais l'évoquer à propos de la question de l'imaginaire. Alors, recréer un contexte, ça veut dire effectivement recréer un contexte dans différents ordres que je ne peux pas évoquer longuement. Bien entendu que ça touche la question de la justice sociale, que je n'évoquerai pas honteusement, mais ça touche la question économique et ça touche la question culturelle. Effectivement, la métropole en voie de constitution doit essayer effectivement de rassembler ce qui disjonque socialement. On voit très bien, quand on est parisien, ce que ça veut dire. Que c'est les cités qui sont totalement de plus en plus ghettoisées, externalisées, etc. Ici, je ne sais pas. Bon, déjà, essayer de faire de la couture, recontextualiser sur la question sociale, question économique, etc. Mais en ayant toujours un lien avec l'extérieur. Parce que la métropole est là, que pour rappeler à la vie classique qu'elle n'est pas une entité fermée sur elle-même, qu'elle est de toute façon inscrite dans des flux mondialisés. Ça vaut pour Clermont-Ferrand comme pour Paris. Qu'on le veuille ou non, c'est tout. Mais il y a manière de l'être. Il y a manière de l'être. L'intérêt de la métropole, c'est justement aussi de trouver des rythmes différents par rapport aux enjeux de la mondialisation, d'être pas uniquement un territoire qui s'adapte aux flux externes qui viennent s'appliquer ici, et généralement pour créer des petits espaces d'exception. Il faudrait développer tout ça. Vous voyez bien que la question centrale, c'est la mobilité, c'est la mise en mouvement. La mise en mouvement, ça signifie quelque chose pour des littéraires. La mise en mouvement, c'est-à-dire qu'on était habitués, nous surtout en France, à penser en termes fonctionnalistes. On est un pays d'État, on n'est pas un pays de ville, on n'est pas l'Italie, n'oubliez jamais ça. Dans ce qui se passe avec la métropole, il y a un petit côté, nous, comment réinventer de la ville alors qu'on est un pays qui a un État fort, même si aujourd'hui ça devient plus compliqué. Mais effectivement, refaire
de la ville élargie avec la métropole, c'est aussi ne pas créer un petit État dans l'État. Entre ces les métropoles se reconstituent sur le modèle de l'État central. Donc la mobilité est devenue la question classique, alors qu'on vient d'un monde fonctionnaliste. Ça voulait dire quoi? Le fonctionnalisme qui fonctionne toujours, hein, dans les milieux urbanistiques classiques, chez les ingénieurs, etc. Les fonctions, ben, c'était logement, travail, loisirs et transport. Ben, aujourd'hui, toutes les fonctions que je viens d'évoquer, elles sont travaillées par la mobilité. Elles sont travaillées par le mouvement. Hein, et même les mœurs. Les mœurs, Paris, c'est un divorce sur deux. Donc voilà, c'est pour dire, ben, ça fait déplacer les gens. Et ça fait qu'il faut peut-être penser à une autre manière de construire. C'est un autre débat. Le problème de Paris, c'est qu'on n'a jamais conçu, je ne sais pas si c'est le cas à Clermont-Ferrand, effectivement, des logements, par exemple, pour femmes seules avec enfants. Hein, on est toujours dans le schéma gaulien classique, famille nombreuse, 4-5 enfants, etc. Ben, non, on ne fait plus les appartements tout à fait comme ça aujourd'hui. La mobilité travaille toutes les fonctions, et donc le transport n'est pas simplement la mobilité. La mobilité, elle travaille tout. Et c'est ça la mondialisation, ce que j'évoque sur les flux qui travaillent les lieux. Hein. Bien comprendre ça. S'il y a le réseau, ben le réseau c'est la mobilité. Vous avez un mobile, n'oubliez jamais ça, vous êtes des navigateurs, vous êtes dans un monde qui est un monde un peu marin, liquide, pas uniquement le liquide du fric, hein, c'est le... mais tout ça va de pair. Grand auteur qui a écrit un livre sur l'univers liquide d'aujourd'hui, s'appelle Bauman, qui est mort récemment, c'est une affaire remarquable, il fait comprendre ça très 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 bien. Et n'oubliez jamais, c'est pas mon objet, que le monde liquide c'est aussi un monde marin, au sens aujourd'hui, 95% du fret mondial, il est maritime. Parce que effectivement, bah, le maritime, a priori, même s'il y a des pirates, il n'a pas d'obstacle. Il n'y a pas les montagnes à franchir, là, comme autour de Clermont-Ferrand. Voilà. Faut bien comprendre ces choses-là. Un monde marin, c'est un monde sans obstacle, c'est un monde de flux. C'est pas pour ça que ça marche si facilement. Donc, recontextualiser, prise en compte de la mobilité, hein, qui travaille toutes les fonctions classiques. Bon. Et après, le problème des acteurs. J'ai dit tout à l'heure, où sont les habitants? On va le voir pour finir. Effectivement, les sociologues qui travaillent aujourd'hui sur les métropoles, un petit livre qui s'appelle « Gouverner la ville mobile », vous voyez, il dit le problème qu'on a, la ville mobile, elle est constituée d'entités diverses, c'est plus simplement centre périphérie. Ben, classiquement, qu'est-ce qu'on a? On a un citoyen. Le citoyen, c'est qui? Ben, c'est celui qui habite une commune, ça peut être une petite commune autour de Clermont. J'habite ma commune, je suis citoyen, c'est parce que je vote. Ce qui fait le citoyen, c'est la fiscalité et le vote. Il faut quand même le rappeler depuis la Révolution. Pas pour les femmes tout de suite, mais ça c'est... ensuite, il y a l'usager. L'usager, ben, c'est celui qui va participer des divers territoires. Ben, l'usager, c'est celui, excuse-moi de prendre un exemple parisien, qui habite en deuxième couronne parisienne, qui profite du RER et qui va utiliser les instruments de transport de la ville-centre. Voilà. Et après, il y a ce qu'on appelle l'habitant. L'habitant, ben, c'est celui qui est inscrit plus largement dans ce qu'on peut appeler le cosmos aujourd'hui, dans le monde global. Dès lors que les questions écologiques, on le sait, traversent toutes, effectivement, traversent l'ensemble de la planète. Je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Donc, quel est l'acteur principal? Quel est l'acteur principal? Là-dessus, on est très démunis par rapport à la vision classique qu'on avait de l'habitant. Claude a fait un très beau livre sur Paris, effectivement, la manière de voyager dans Paris. Bon, mais cet habitant-là, est-ce qu'on n'en est pas un peu nostalgique? Qui c'est celui qui va être l'habitant de la métropole? Alors, j'en viens à l'imaginaire, deuxième temps. Donc j'ai simplement essayé d'évoquer, premier temps, les transformations urbaines qui traversent le monde entier aujourd'hui. Il y a des tendances lourdes, il y a des cas de figure. C'est pas peine de vous battre de savoir si Clermont doit copier telle autre métropole, non. Il faut inventer la métropole de Clermont, c'est tout à fait autre chose. Avec toutes ces questions qui sont là. Vous ne ferez pas l'économie de la mobilité, tout ce que je viens d'évoquer, toutes ces questions. Mais le problème, c'est pas d'aller chercher un bon modèle. Ce que va vous vendre une agence d'urbanisme, bien entendu. Hein. Mais je ne dis pas laquelle, je ne les connais pas ici, il y a souvent des gens très bien dans chaque bourse. La question des acteurs, il faut bien l'avoir en place, c'est qui habite dès lors qu'on est dans un monde de mobilité effective. J'en viens maintenant à la question de l'imaginaire qui m'intéresse. Je fais un petit livre qui s'appelle « La condition urbaine » qui montre que les valeurs urbaines, elles sont travaillées par un certain nombre, effectivement, d'éléments structurants. Alors je vais rappeler deux, trois choses. Un peu évidente, en prenant le modèle classique de la ville, en me posant la question, parce que je me la pose comme nous tous, parce
qu'effectivement, je vois à peu près où est l'imaginaire littéraire ou pas littéraire dans la vie classique. J'ai beaucoup d'éléments pour m'aider à penser. Je reprends le livre de Julien Gracq, La forme d'une ville, non, qui est un petit chef-d'œuvre. Je pense que La forme d'une ville de Gracq, c'est Julien Gracq, on est dans un festival littéraire. Si vous devez. Enfin bon, je pense que. Ça, Gracq, il rappelle, et à mon avis, ça marche pour la métropole. Il rappelle que pour qu'il y ait un ensemble urbain, il faut d'abord sortir du couple centrifuge-centripète. Non, on est dans un mouvement permanent qui est à la fois centrifuge et centripète, et non pas constamment absorbé, tiré par le centre. Il dit ça pour une ville classique, hein, Nantes. Ensuite, il dit il n'y a pas de ville sans mise en forme. La mise en forme, elle passe par le corps, c'est-à-dire la capacité de déambulation. Vous allez avoir des écrivains qui... Aujourd'hui, on a d'assez bons écrivains du corps, je dirais urbain, Bailly, Vasset, j'aime beaucoup Vasset, gens comme ça. Voilà, Vasset, c'est quelqu'un qui va se promener en plus. Lui, il est assez métropolitain. Il prend la carte de l'IGN, il regarde toutes les deux zones blanches. Les zones blanches, c'est là où il n'y a rien. Il y va, puis il montre qu'il y a plein de trucs. Hein, Vasset, il est très très fort là-dessus, parce qu'il ne va pas se balader dans les endroits qui sont désignés. Voilà, il montre que partout, il y a quelque chose qui se passe. Alors, si j'étais au Caire, je dirais c'est l'informel, mais ici, il y a ce qu'on ne voit pas, il y a l'invisible, qui travaille. Effectivement, l'intérêt de la métropole, c'est d'aller chercher aussi ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir et qui va surgir. Donc, le corps, mise en forme. Ensuite, nous dit Gracq, et il a raison, mise en scène. Il n'y a pas d'espace urbain classique, ville, métropolitain, s'il n'y a pas une théâtralisation. Ça veut dire quoi pour mon espace éclaté métropolitain? La théâtralisation, je la vois bien. Vous savez que la Commedia dell'arte italienne, l'Italie c'est un grand pays de villes, chaque ville correspond à un personnage de la Commedia dell'arte. Bologne c'est le professeur et Venise c'est le marchand. Vous descendez vers le sud, ben, vous avez tous les rois de la comédie qui sont là en bas, etc. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'une ville est portée par un personnage et beaucoup de grandes villes ont été portées par des grands romans. Hein, bon, Retz c'est Buenos Aires, Marfouz c'est Le Caire, Joyce c'est Dublin, vous pouvez continuer, Clermont-Ferrand, je ne sais pas. Mais très souvent, vous avez des auteurs de polar sur des villes qui sont très intéressants. Hein, et puis il y a une littérature qu'on ne connaît pas nécessairement, qui peut être une littérature locale qui porte des écrivains. Bon, reste une évidence, on écrit une ville avec ses pieds. Hein, c'est Jean-Christophe Bailly qui parle de la grammaire générative, c'est-à-dire que tout le monde... Mais tout le monde écrit avec ses pieds, même si je ne suis pas écrivain. C'est pas pour dénier le rôle de l'écrivain, mais tout le monde, d'une certaine manière, trace son espace, est en mouvement, la mobilité elle est là, est en mouvement avec... Vous avez chacun votre manière de vous promener dans la ville classique ici, ou peut-être dans la ville extendue de la métropole Clermont-Ferrand, c'est-à-dire, ben moi je suis peut-être encore que dans ma rue, je suis peut-être dans un quartier, etc., etc. Bon, ça c'est plutôt une question que je pose. Il faut reprendre ces questions de la théâtralité du corps. Une ville où le corps ne peut plus se mouvoir, une ville comme Houston, moi que je connais un peu, n'a plus rien d'urbain. C'est une ville sans voiture, que vous ne pouvez travailler qu'avec la voiture. Enfin, je veux dire traverser qu'avec une voiture. On ne peut pas y marcher. Ça ne veut pas dire qu'il faut marcher partout de la même manière. Mais qu'est-ce que devient la marche dans un espace métropolitain? Vous savez qu'il y a des tonnes de livres qui sortent sur la marche depuis 5 ans. Depuis qu'on parle de métropole. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être qu'on ne sait plus marcher, qu'il faut aller en montagne pour marcher. On ne marche plus dans les espaces urbains métropolitains. Cette question de la marche métropolitaine, elle est plutôt devant nous. Peut-être que le théâtre aussi, c'est une question tout à fait décisive, et bien entendu les espaces publics. Mais moi j'aime bien le livre de Gracq parce qu'il nous oblige à relancer effectivement toute la réflexion dans un espace qui n'est pas celui de la ville classique et qu'on a le droit de continuer à fréquenter, au contraire. Mais on a même le droit d'être nostalgique, moi ça ne me dérange pas du tout. Et le pari il est là, qu'est-ce qu'on peut faire dans une métropole? Après, si vous regardez quand même les grandes métropoles américaines, elles ont leurs écrivains. Les grandes métropoles brésiliennes, elles ont moins d'écrivains que de cinéastes. Il est évident que le cinéma, vous avez je crois un festival sur le cinéma, travaille énormément les métropoles. On peut prendre le cinéma là-dessus, il est très culte et les jeunes le connaissent mieux que moi. Vous prenez un film comme Drive, qui est un film culte. Drive, d'ailleurs, c'est un film qui montre qu'on ne peut pas sortir de l'espace urbain. On est complètement bloqué dans cette logique métropolitaine. Vous prenez
tous les films de Jarmusch qui sont grandioses, c'est des films qui ne parlent que de la mise en mouvement urbaine. Le dernier, je dis ça devant des gens de littérature, bon, vous prenez Patterson, Patterson, c'est le nom d'une ville américaine, c'est un des plus beaux films que j'ai jamais vu sur l'espace urbain depuis quelques temps. Vous avez un chauffeur de car, de bus, qui effectivement est poète lui-même, donc vous avez une espèce de poésie de celui qui traverse sa ville en permanence avec son bus, pendant que sa jeune épouse, elle, est plutôt dans les délires internet, etc. Donc on a à peu près, on a beaucoup de choses. C'est un film d'une poésie incroyable, mais qui est dans une... C'est une ville difficile, Patterson, c'était une ville ouvrière en difficulté, mais c'est un film qui montre très bien ce que c'est de traverser, peut-être en ne marchant plus, mais de traverser un espace urbain métropolitain. Je pourrais donner d'autres exemples. Simplement, qu'est-ce qui s'est ajouté à Grac? Corps, théâtre, espace public. Il s'est ajouté un mot, la connexion. La connexion. Alors, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez remarqué que le corps, c'était la rue, le théâtre, en gros, c'était le quartier, on pourrait dire l'espace public, bon, c'était les places. Aujourd'hui, la connexion a pris le dessus, et de plus en plus, de moins en moins de rues, de moins en moins de quartiers, de moins en moins de places. Donc, le pari à faire aujourd'hui, c'est de prendre en compte la connectivité. Vous me direz, vous êtes délirant, vous êtes un moderné. Non, c'est un fait, c'est tout. Prendre en compte si vous allez vous promener dans le monde, vous ne faites pas, je leur dirai tout à l'heure, vous ne faites pas l'économie de cela. Et le problème, c'est de reprendre la question de la connexion et d'y réintroduire les débats espace public, quartier, théâtre, rue, corps. Et dans des pays comme l'Amérique latine, vous avez beaucoup de pays d'Amérique latine où, d'une certaine manière, il n'y a pas eu très souvent des espaces urbains classiques comme dans nos villes européennes, qui sont des villes à durabilité longue. Je ne connais pas bien l'histoire de Clermont-Ferrand. On a des villes qui sont sur 3 siècles, 4 siècles. On est dans la durabilité. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui des villes qui se montent à une vitesse extrêmement rapide. Pas évoquer le cas chinois, on peut le faire pour les questions. Chongqing, au centre de la Chine, 25 millions d'habitants en moins de 10 ans. Ville qui commence à s'effondrer dans sa boucle. Parce qu'on ne construit pas n'importe comment. Ça, il faut quand même rappeler qu'il y a une grammaire d'architecture que les Italiens ont inventée. La durabilité, c'est la seule question que doit se poser l'architecte. Mais je m'arrête là-dessus. Donc il faut reprendre les questions à partir de la connectivité. Comment refaire du corps, comment refaire du théâtre, comment refaire de l'espace public. Alors il y a 2-3 thématiques que moi j'aime bien, qui me fait l'écho en plus à la littérature. Les gens qui travaillent un peu sur la métropole, comme mon ami David Mangin, qui travaille sur les Halles à Paris, donc il est quand même dans une drôle de connectivité. Il a fait un très beau livre sur la ville franchisée. Lui, il a inventé un terme que j'aime bien, c'est la ville passante. La ville passante, c'est pas simplement la ville piétonnière, c'est pas la ville des pions. Une ville passante métropolitaine, c'est celle qui me permet de passer d'un rythme à l'autre. Les professionnels vous diront multimodal. Mais la question qu'on doit avoir, et d'ailleurs, il y a des gens qui parlent à ce propos-là de rythmique, et il y a même des gens qui travaillent sur la ville à travers la rythmologie. Donc on est quand même en littérature. C'est-à-dire la rythmique, c'est être capable effectivement de faire bouger les échelles et de passer d'un rythme à l'autre. C'est la question. C'est peut-être pas de se plaindre c'est trop grand, c'est trop petit. L'idée c'est comment je fais passer. La connexion me fait passer d'un aéroport à l'autre. Mon problème à moi c'est comment je vais passer d'un territoire à un autre. Ce qu'on faisait classiquement dans la ville classique, on est bien d'accord, au niveau d'une rue, d'un quartier. Mais là ça se passe à une autre. Mais la question doit rester la même. Après, on peut se poser la question de ce que c'est qu'un espace public. Là, jour de SNCF, il faut voir ce que c'est qu'une gare, ici, ce que c'est qu'une gare au Brésil. Une gare au Brésil, vous allez à Brasilia, une gare espace public. Je veux dire, ici, nous, toutes nos gares sont franchisées. C'est-à-dire, on loue il y a un groupe qui s'appelle Gare Connexion, qui est là pour, effectivement, qui marche très bien pour la SNCF, qui fait du fric. Parce qu'effectivement, on loue les espaces. Vous allez Gare du Nord, vous voyez exactement. On loue les espaces à des commerçants. C'est ça la franchise. Vous allez au Brésil, une ville comme Brasilia, c'est très intéressant. L'espace de connexion qui est la grande gare, effectivement, il n'y a pas de train important, comme partout en Amérique latine d'ailleurs. La grande ville, la gare de Car, elle offre tout. Elle offre tous les services. Femmes battues, bibliothèque, médiathèque. Je suis désolé, mais les services, c'est ça, sécurité sociale à la brésilienne, etc. Imaginons qu'effectivement, dans nos gares à nous, on ait des services
qui correspondent effectivement à la demande du citoyen, même pourquoi pas les fameux services que les gens qui ne savent pas taper Internet vont payer grâce aux postiers, effectivement, qui vont leur faire payer la formation Internet pour leur feuille d'impôt. On pourrait imaginer que tout ça soit dans les gares. Imaginons qu'une connexion gare, et pour continuer sur d'autres connexions, elle devienne un vrai espace public. Hein. C'est la vraie question qu'il faut poser. Donc ça, c'est la vie de Paris. Après, on a une question extrêmement difficile et je n'ai pas de réponse. Luçon avait écrit des choses là-dessus, je vous en parlerai peut-être demain. C'est quoi l'identité d'une métropole? Effectivement, j'ai dit que toutes les villes que j'ai évoquées tout à l'heure, elles ont une identité, c'est des personnages, c'est des romans. Même Hugo continue à marquer un petit peu la ville de Paris, qu'on le veuille ou non. C'est quoi le personnage de la métropole de Clermont-Ferrand? Enfin, je ne sais pas. Hein. Enfin, il y en a un qui arrive à l'horizon, mais bon. C'est quoi le personnage? C'est-à-dire, c'est quoi l'imaginaire qui peut porter et donner une identité? On n'est plus dans une demande d'identité classique. D'abord, on avait bien vu, une communauté de communes qui avait des noms invraisemblables. Bon, si on a besoin de créer un ensemble, il faut bien qu'il y ait un imaginaire un peu porteur. Bon. Alors, c'est là où je retrouve les artistes, etc. Bon. Mais il faut se poser cette question-là d'une manière haute, et moi je n'ai pas de réponse, que pour la ville traditionnelle. Ensuite, la métropole, on peut aussi la prendre en compte à travers la question de la temporalité. Je suis déjà trop long, non? Oui. Alors, on note ça parce que ça nous intéresse, mais... Bon, 5 minutes, je vais finir très vite après. Mais ça, j'y tiens beaucoup. Le problème d'une métropole, beaucoup de gens travaillent là-dessus. Le problème d'une métropole, j'ai évoqué ville passante, identité, c'est effectivement de retrouver face à des flux extrêmement rapides, nerveux, etc., qui nous assomment complètement, comme nos petits mobiles, c'est de retrouver ce qui permet de décélérer un peu. Ça ne veut pas dire la décroissance pour autant. On a le droit d'être décroissant, c'est le cas de gens. Alors qu'est-ce qui oblige à décélérer un peu? Je vais très vite. C'est le savoir. Le savoir, comme la littérature, c'est prendre du temps. Alors juste pour Amérique latine aujourd'hui, si vous voulez voir qu'est-ce qui réorganise les ensembles territoriaux, c'est les universités. Les universités sont porteurs comme éléments structurants des nouveaux espaces. Je rappelle que nos villes, émancipation communale, fin du Moyen-Âge, elles sont portées par qui? Par les bourgeois et les universitaires. Échange le savoir, échange le commerce. Il y a peut-être à reprendre un petit peu ces vieilles questions. Qu'est-ce qui prend du temps? C'est la solidarité. Peut-être pas sur le mode... bon, je ne vais pas critiquer, il y a diverses manières de faire de la solidarité. Et qu'est-ce qui prend du temps? C'est la mémoire. Il est bien évident que la question de la ville-mémoire, et là, la littérature est là, est essentielle. Quelle est la mémoire? Je prends l'expression à propos des métropoles, un historien d'urbanisme, je ne balance pas tous les noms en permanence, que j'aime bien, lui il dit, métropole c'est quelque chose qui travaille avec un hypertexte, je ne fais pas l'économie du numérique, pour ma génération je pourrais, mais bon. Je suis dans l'hypertexte, mais l'hypertexte exige le palimpseste. Il faut avoir ces deux idées-là. La métropole, elle travaille dans l'hypertexte et le palimpseste. Vous savez ce que c'est? C'est effectivement toutes ces couches qui ont constitué. C'est la mémoire constituante. Et la mémoire constituante, vous soulevez le béton, il y a toujours de la mémoire en dessous. Je voulais, sur ce point d'imaginaire, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mettre l'accent sur le problème de l'attractivité. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, on nous vend de plus en plus le modèle de la ville créative. La ville créative, c'est les 3 T, c'est technologie, donc la ville intelligente numérique, c'est la tolérance, valeur positive, et c'est le talent. Et c'est la place des artistes. Les artistes, effectivement, littéraires ou autres, comme étant porteurs, effectivement, d'un texte, justement, créateurs de ce texte qui nous manque et qu'il faut créer. Le problème de la ville créative, c'est qu'aujourd'hui, il y a un marché de la ville créative et il y a une concurrence des villes créatives, c'est lié au tourisme, c'est lié au... Bon. Je pourrais reprendre ça, je suis déjà trop. Je voulais simplement dire le problème, la ville créative, elle est faite pour qui? Pour l'habitant ou pour celui que j'essaye d'attirer de l'extérieur pour... Voilà. C'est la question centrale aussi des métropoles.
Donc on retrouve la question de l'habitant, et on retrouve aussi la question de l'artiste qui peut lui-même devenir un substitut à l'habitant. Très souvent on demande à l'artiste de venir faire son spectacle, de venir faire son théâtre, de venir faire sa mise en scène, sans se préoccuper justement de ce palimpseste que représentent les habitants. Voilà, c'était la partie imaginaire, à montrer un peu des mouvements, des changements. Sur le politique, très rapidement, je ne viens pas sur les gouvernants, on l'a évoqué. Je voudrais dire simplement que depuis 2008, crise financière, on a un certain nombre de mouvements qui travaillent un peu partout. On a en Espagne un mouvement qu'on appelle les villes rebelles, qui sont très intéressants. C'est des mairies qui ont capté leur autonomie et qui réinventent la manière de créer un espace démocratique. Il y a plusieurs, si ça vous intéresse, livres là-dessus. C'est les villes rebelles. 2011, les printemps arabes, mouvement des places, très important. Ce mouvement, c'est de réoccupation des places. Mais ça consiste à redonner un rôle à la place comme espace public. Ensuite, lié à d'autres événements, les villes refuges. Je terminerai là-dessus pour rappeler ce que c'est qu'une ville refuge. Et dernier thème, très très important, qu'on évoque trop rarement, dans une grande métropole américaine, on n'aime pas trop Trump, mais on oublie de dire que face à Trump, il y a un mouvement urbain très important, c'est le mouvement des villes sanctuaires, partie des campus. Les villes sanctuaires, c'est des villes qui sont liées aux problèmes climatiques, le refus de la COP21 et le problème des migrants, que j'ai à peine évoqué, mais le problème des migrants, j'aurais déjà l'évoqué. Il est bien évident que les métropoles, c'est des villes qui vont accueillir de la migration comme jamais. Et là, bon, la ville sanctuaire, c'est une ville qui, on est en État fédéral, contre l'État fédéral, effectivement, interdit à la police fédérale de contrôler les illégaux potentiels. Donc vous avez là un pouvoir de la ville qui se reconstitue face à des États qui sont de plus en plus des États contrôleurs, régaliens, États, bon, j'insiste pas. Vous avez là un certain nombre de mouvements qui sont extrêmement intéressants et qu'il faut prendre en compte, qui traversent ou non des grandes métropoles ou des petites métropoles. En conclusion, je donnerai une citation, mais je voulais juste dire, vous voyez bien que là on a un mouvement d'urbanisation généralisé à l'échelle mondiale, que j'ai fait qu'effleurer, que ça s'accompagne de ce qu'on appelle ici la métropolisation. On a plusieurs scénarios possibles, et toute la question, c'est qu'il y a urbanisation d'un côté, qui est de plus en plus en manque d'urbanité, au sens où les valeurs urbaines ont eu du sens dans notre histoire européenne, même si on n'a pas des tours grandioses sur le plan de l'égalité, bien entendu, et toujours pas. Donc le problème, est-ce qu'on est capable de recréer des valeurs urbaines dans un contexte, dans une urbanisation qui n'a pas grand-chose à voir. Et ça, c'est fondamental, parce que, autrement, le mouvement, je dirais, le mouvement d'éclatement que j'ai évoqué prendra progressivement le dessus. En tout cas, c'est le cas en région parisienne où vous savez que le Grand Paris, contrairement à ce qu'on croit, le Grand Paris, il s'arrête à la première couronne. L'idée d'intégrer la deuxième couronne est inimaginable, même dans la tête d'une mairesse socialiste. Je termine juste sur une citation d'Henri Gaudin, qui est un très grand architecte, que j'aime beaucoup. Vous allez voir qu'il met en lien le rapport de l'espace et du temps. Parce que c'est ça la question centrale. Un autre architecte, Portzamparc, qui dit un architecte, son boulot, c'est que de l'espace, il faut créer de la temporalité. Qu'on soit dans la ville classique ou dans la métropole, qu'est-ce que c'est de recréer un peu de la temporalité? Aujourd'hui, on est bouffé par l'espace, il nous contraint. La citation de Gaudin, mes derniers mots, en m'excusant d'avoir été trop long. Espace a d'abord eu le sens d'espace-temps, et le latin spatium évoque une tension, la même qu'exprime dans la même racine celle de spes en latin, espoir, attendre. Dans notre relation à l'espace, il y a notre relation qui est si malheureuse aujourd'hui à l'espoir, à l'attente, c'est-à-dire à notre capacité de se projeter, à espérer quelque chose. Donc c'est essentiel, tous ces débats que vous allez pouvoir. Donc, ouvrir de l'espace, c'est ouvrir de la présence, cette présence que chacun d'entre nous possède. Voilà, mais cette question-là, j'aurais pu la plaquer sur la vie classique, bien entendu, ben, elle fonctionne. C'est la même question pour la métropole. Comment dans cet espace, qui apparemment est très inédit et nous obsède un peu, refaire de la temporalité. Merci, excusez-moi d'avoir attendu.